La totale dimanche, bienvenue et voici le sommaire. Dans Confraternellement, une interrogation. Quels sont les droits et devoirs des ressortissants étrangers au Sénégal? Une femme belge a récemment été tuée par son époux, un Sénégalais. Le scandale de pédophilie sur des jeunes qui fréquentaient le centre de formation de football Dakar Sacré-Cœur. Daudomine, journaliste et directeur de publication de IGFM, sera notre invité. Avec lui, nous allons voir les procédures judiciaires impliquant les étrangers. Coin Éco nous livre les dépenses des familles chrétiennes à Noël. Au moins 16 milliards de francs CFA par an selon l'économiste Abou Wele. Éclairage sur la richesse, l'acquisition de biens, la dépense des besoins. L'invité de la rubrique, Étienne Dienne, vice-président de l'association des dirigeants et hommes d'affaires chrétiens. De la philosophie, la nature et la culture chez les plus jeunes, nous allons explorer la relation avec l'éducation, tout en bouillon que va nous servir dans quelques minutes notre reporter Boubacardien. Et donc, ailleurs, vous allez partager les craintes des populations de Gadiaga à Thiès. Un puits de gaz a explosé dans la localité il y a quelques semaines et ses habitants sont inquiets et ne se sentent plus en sécurité. À suivre également le diplomate analyse des élections au Niger ce dimanche, tranche de vie. Et enfin, la plante à découvrir ce soir, le sapin. Quelles alternatives face à l'interdiction de la coupe de bois? Et ce sera avec Essendour. Bienvenue à tous. Un Sénégalais, la quarantaine, avoue avoir tué son épouse, une Belge âgée de 72 ans. Il s'agit d'un couple qui vivait à Thiès, un couple polygame. En février dernier, un autre scandale éclate au centre de formation de football Dakar Sacré-Cœur. Un Français accusé de pédophilie sur plusieurs jeunes. Et donc, confraternellement, ce soir, nous posons le débat les droits et les devoirs des ressortissants étrangers au Sénégal. C'est un petit cours de droit que nous allons tout de suite suivre, donné par des experts en la matière, interrogés par Abdourahmane sur des images de Seleman Diallo. La justice dans un pays, un outil de souveraineté. La justice sénégalaise ne déroge pas à la règle. À la suite du meurtre présumé d'une Belge dont le mari sénégalais serait l'auteur avec complicité de sa première épouse, la juridiction belge ne peut en aucune façon intervenir. Celle sénégalaise est la seule compétente au vu du principe de territorialité. La juridiction belge n'a rien à faire dans cette affaire-là. Aujourd'hui, quelle que soit votre nationalité ou votre pays d'origine, si vous commettez une infraction ici au Sénégal, c'est les juridictions sénégalaises et la loi sénégalaise qui s'appliquent. Ça, clair, net et précis, c'est le principe de territorialité. Par exemple, si la victime est belge et l'auteur du crime est australien, commis au Sénégal, c'est le droit sénégalais qui s'applique. C'est ni le droit belge, ni le droit australien. Et c'est le droit pénal sénégalais qui s'applique et c'est les autorités sénégalaises qui sont chargées de mener l'enquête, les poursuites, le jugement. Une autre affaire, celle de ce coach français accusé de pédophilie et interpellé par la police nationale. Même étant d'une autre nationalité, ce présumé coupable bénéficie de l'assistance d'un avocat commis d'office s'il n'a pas les moyens d'en avoir. Absolument. Même si cette personne est une personne étrangère, elle peut bien sûr chercher un avocat de son choix. Mais si elle n'en a pas, c'est l'État du Sénégal qui cherche un avocat pour elle, pour assurer sa défense. Et ça, ce sont les principes du droit de la défense qui régissent justement le droit pénal. Cette personne qui est poursuivie, elle bénéficie de la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue. Et la présence de l'avocat continue à l'instruction jusqu'à l'audience. À moins que le crime présumé ne soit pas un génocide ou encore un crime contre l'humanité, des mécanismes sont possibles, mais seulement après verdict du tribunal, compte tenu du principe de territorialité, pour que l'accusé purge sa peine dans son pays d'origine. La seule possibilité pour que le pays d'origine de celui qui a commis l'infraction puisse s'inférer dans cette affaire-là, c'est le jour où le prévenu ou l'accusé est condamné. Il est possible, avec des aménagements et des accords entre les pays, que la peine soit purgée dans le pays d'origine. Et c'est surtout en matière de génocide, de crimes contre l'humanité. Et là,
s'applique le principe de l'universel. C'est-à-dire que tout pays a l'obligation de poursuivre certains types de crimes, comme le génocide par exemple, crimes contre l'humanité, etc. Chaque pays a l'obligation de les poursuivre par ses juridictions locales. Pour le cas de la Belge tuée, la seule possibilité qui s'offre à ses ayants droit est de se présenter devant la barre et demander que le crime soit élucidé, en croire nos avocats. Et notre invité à présent, le journaliste Daouda Mine, que j'ai énormément de plaisir à recevoir sur ce plateau. Bonsoir Daouda. Bonsoir Anouchka, ravi d'être ici avec toi. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication du site www.igfm.sn. Alors, vous avez sans doute suivi cette affaire de la dame qui a été tuée récemment et son époux est passé aux aveux. Il reconnaît l'avoir tuée puis enterrée, mais l'enquête se poursuit. Alors, est-ce que l'origine étrangère de cette dame pèse sur cette affaire ? Non, ça peut pas peser. L'origine étrangère d'une personne ne peut pas peser sur un dossier parce que à l'état actuel de notre législation, je pense qu'un dossier, quelle que soit l'origine de la personne incriminée ou bien l'origine de la victime, se traite de la même manière. Il faut tout simplement que le droit pénal qui s'applique en cette matière-là soit appliqué dans toute sa rigueur. La personne qui est accusée, c'est un Sénégalais. La personne qui est tuée, c'est un Belge. La seule chose qui peut arriver, c'est que les ayants droit de cette Belge-là peuvent venir se constituer partie civile dans le cadre du dossier pour obtenir réparation. Mais pour ce qui concerne la procédure judiciaire, la personne incriminée, le Sénégalais, va être jugé conformément à la loi sénégalaise. Vous l'avez souligné tout à l'heure, on va y revenir dans quelques instants. Et cette histoire est peut-être la face visible de l'iceberg. On se souvient, en février dernier, il y a eu un Français qui a été accusé de pédophilie au centre de formation de football Dakar-Sacré-Cœur. Est-ce que souvent ces histoires, ce genre d'histoire implique, oui, vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'implique pas forcément la dimension étrangère, mais est-ce que la procédure judiciaire est la même que quand il s'agit d'un Sénégalais peut-être? Non, c'est la même procédure, parce que quand les deux cas que vous venez d'évoquer, pour le premier cas, le Français qui a été accusé de pédophilie, c'est la personne qui est poursuivie. Donc, qui va être poursuivi conformément à la loi sénégalaise. Il y a une disposition du code pénal qui réprime la pédophilie. Et cette personne-là va être tout simplement jugée. Il y a déjà une instruction. Le juge d'instruction va tout simplement faire son instruction, essayer de trouver des preuves par rapport à l'incrimination qui a été retenue contre lui. Et après cela, il va être renvoyé dans les juridictions sénégalaises, notamment la chambre criminelle, et il va être jugé conformément à la loi. L'autre cas, c'est la Belge et les victimes. Et la victime également va être tout simplement... cette affaire-là va être jugée comme s'il s'agissait d'un Sénégalais. Juste pour dire qu'il s'agisse d'un étranger ou bien d'un Sénégalais, la procédure est la même. Si c'est une victime, on lui permet quand même de se constituer partie, ou bien ses ayants droit, ou bien ses héritiers, on leur permet de se constituer partie pour obtenir réparation conformément à la loi. Si c'est l'étranger qui est accusé, on va le juger également conformément à la loi sénégalaise. Mais est-ce que le pays d'origine peut intervenir dans le processus? Non, ils peuvent intervenir tout simplement pour apporter aide et assistance. Parce que quand vous voyez, par exemple, au niveau de toutes les représentations diplomatiques, vous avez des diplomates, mais vous avez également un consul. L'ambassadeur, il représente l'état d'origine, mais le consul est censé défendre les intérêts de ses ressortissants. Donc, toutes les personnes qui sont incriminées, que ce soit qu'ils soient incriminés ou bien qui ont été victimes, leur consul est dans l'obligation de les assister. De les assister pour leur trouver des avocats pour les défendre, de les assister pour leur trouver des avocats pour préserver leurs droits, mais de les assister également si la juridiction demande à ce qu'on ait un interprète. Parce qu'il est arrivé des dossiers où des ressortissants sont par exemple russes.
et on doit avoir des interprètes pour les inculper et pour les auditionner. En ce moment-là, la juridiction sénégalaise a l'obligation d'informer la chancellerie dont la personne est ressortissante pour au moins obtenir l'aide et l'assistance qu'il faut, notamment l'envoi d'un interprète pour qu'on puisse lui notifier un certain nombre d'infractions, qu'on puisse l'auditionner par rapport aux faits qui sont incriminés, qu'on puisse également recueillir sa version avant qu'il ne soit jugé conforme à la loi. Vous êtes chroniqueur judiciaire d'Admin, vous avez sans doute assisté à plusieurs affaires pareilles. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez quand même remarqué que toutes les procédures ont été respectées afin que le consulat n'intervienne? Est-ce qu'à chaque fois, il y a eu ce soutien-là ou parfois les victimes se retrouvent sans assistance? Oui, j'ai été marqué par une affaire dans laquelle il y avait quand même un bateau russe qui a été arraisonné et il y a des infractions qui ont été retenues contre des ressortissants russes. Et ces gens-là sont restés en prison, à la prison de Rebeuss pendant très longtemps. Parce que tout simplement, on ne pouvait pas les auditionner parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Russes au Sénégal pour les assister. La juridiction sénégalaise avait demandé l'assistance de l'ambassade de la Russie au Sénégal, mais les gens ont tardé à réagir, ce qui fait que le juge était dans l'obligation à chaque fois de renvoyer le dossier. Donc ils ont duré en prison. Et en fin de compte, le juge, pour préserver les intérêts de la défense, les a purement et simplement relaxés pour leur permettre au moins de rejoindre leur famille. Ce sont des cas qui peuvent arriver, mais pour la plupart des cas, les gens sont jugés avec célérité parce que bon, si c'est un Français, les gens parlent français. Si c'est un Arabe, la plupart on trouve quelqu'un qui peut parler, mais c'est les personnes qui sont ressortissantes d'un certain nombre de pays qui peuvent avoir ces problèmes-là. Parce que bon, quand quelqu'un est hongrois, il n'y a pas beaucoup de Sénégalais qui parlent hongrois. La barrière linguistique. Voilà, la barrière linguistique se pose, mais c'est pas des cas qu'on voit souvent, c'est des cas assez rares. Mais pour le reste, je pense que les dossiers viennent, on les juge rapidement comme on juge les Sénégalais. Les Sénégalais, justement, à l'inverse, s'il s'agissait peut-être d'un Sénégalais qui a été victime de quelque chose à l'étranger, est-ce que l'État du Sénégal quand même s'assure à veiller au respect de ses ressortissants? Bon, le problème qui se pose chaque fois avec les ressortissants sénégalais, c'est qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui partent à l'étranger via l'immigration clandestine. Qui ne prennent pas le temps de se registrer. Parce que quand vous voyez la procédure, il y a quand même des obligations administratives et des obligations légales. L'obligation administrative, c'est que tout ressortissant qui vient au Sénégal ou bien qui part à l'étranger a l'obligation de se registrer, non seulement au niveau de la direction des passeports et des titres de voyage, qui est en même temps la direction de la poste des étrangers pour se registrer quand tu fais plus de 3 mois, mais également doit se registrer au niveau de son consulat, pour permettre aux autorités de son pays de pouvoir savoir qu'il y a tant de Sénégalais et leur apporter, quand un problème survient, leur apporter l'assistance qui s'impose. Au Sénégal, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui partent à l'étranger. Les autres Sénégalais ne peuvent pas savoir il y a combien de Sénégalais qui sont au Maroc, combien de Sénégalais qui sont en France, ou bien combien de Sénégalais sont au Brésil. Malheureusement. À chaque fois quand il y a des problèmes et que les populations autochtones, les Sénégalais qui sont là-bas, qui sont regroupés en association, fassent une sortie, c'est en ce moment-là que les autorités sénégalaises puissent être au courant pour apporter l'aide assistante. On est confronté très souvent à ce problème-là. Juste pour dire que pour qu'on puisse préserver les intérêts matériels et moraux d'un ressortissant de quelque pays que ce soit, il va falloir qu'il respecte un certain nombre de procédures. Non seulement se registrer au niveau de l'administration du pays où il réside, mais également se registrer au niveau de son consulat pour le permettre à ses responsables tout simplement de pouvoir lui apporter l'aide et l'assistance qui s'impose. Ce que l'on ne fait pas toujours. Ce que l'on ne fait pas toujours. L'autre chose qu'il faut remarquer également, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent et qui ne savent pas que lorsqu'ils séjournent dans un pays, quand ils commettent une infraction là-bas, c'est la juridiction, c'est les lois de ce pays-là qui s'appliquent. Le principe de territorialité. Oui. C'est un principe de droit international, c'est un principe de souveraineté. Tous les États sont souverains. Tous les États ont une législation spécifique. Même si peut-être il y a une législation internationale qui fait que les droits de la défense sont sacrés dans tous les pays du monde, mais chaque pays a sa spécificité. Je donne un exemple, par exemple. Un Sénégalais qui commet un vol au Sénégal va être condamné et il va faire la prison. Mais un Sénégalais qui part à la Mecque et qui commet un vol,
On va appliquer la charia. On va appliquer la charia. Il verra tout simplement sa main coupée. De la même manière, un Saoudien qui commet un meurtre dans son pays va être décapité, mais s'il commettait un meurtre au Sénégal, par exemple, il serait condamné aux travaux forcés à perpétuité. Ce sont ces spécificités-là qui existent. Donc, quand un Sénégalais part dans un état déterminé, il va falloir qu'il essaie de voir les lois de ce pays-là et essayer de s'y conformer. Moi, j'ai assisté à des procès ici où on a pris des gens qui ressortissant de la Hollande ou d'autres pays qui ont été pris en train de fumer du chanvre indien. Mais lorsqu'on les a traduits devant la barre, ils ont dit qu'ils ne savaient pas que c'était pas interdit. Et le juge leur a tout simplement dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc quand on part dans un pays déterminé, il va falloir qu'on essaie de comprendre tout simplement les lois de ce pays-là et se conformer à ces lois-là. Sinon, quand même, en cas de survenance d'une infraction, ce sont des peines qui peuvent s'appliquer à ces personnes. Mais dans le domaine, est-ce qu'il peut arriver que l'on rencontre des pays qui n'acceptent pas forcément ce principe de territorialité, c'est-à-dire que le ressortissant soit soumis à certaines règles? Non, tous les pays acceptent cela. Maintenant, quand vous partez dans un pays, il y a des lois qui s'appliquent. Donc c'est la personne qui part dans ce pays-là qui doit respecter les lois en vigueur. Parce que quand quelqu'un arrête, quand dans un pays déterminé, la police, la gendarmerie ou bien toute force de sécurité qui est dans ce pays-là arrête quelqu'un, ce sont les lois de ce pays-là qui s'appliquent automatiquement dans tous les pays du monde. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit ils ne font pas la différence entre le ressortissant de ce pays-là et l'étranger. La loi s'applique dans tout sa rigueur parce que le corpus pénal quand même c'est un corpus unique. On ne peut pas faire la différence entre disons un étranger et une population et un ressortissant de ce pays-là. La loi s'applique pour tout le monde dans tous les pays du monde. Et pourtant, tout à l'heure, pour en revenir au reportage qui a été réalisé par Boubacar Dieng, ça a été tenu en compte. Les experts ont dit que si le pays étranger ne peut intervenir qu'au stade final de la procédure, cela rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, l'assistance qui est toujours derrière à accompagner les victimes, c'est ça. Donc le pays ne peut pas intervenir au moment de la procédure. Il va falloir attendre que ça se termine pour pouvoir apporter son assistance. Non, au cours de l'instruction, les gens peuvent intervenir. L'intervention on ne peut pas intervenir dans la procédure. On peut juste apporter aide et assistance. Je donne l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui commet un meurtre. La législation sénégalaise dit que quand quelqu'un commet un crime, il a droit obligatoirement à un avocat. Si son pays ne lui donne pas l'assistance qu'il faut, ne cherche pas un avocat pour lui, ou bien il n'a pas les moyens de chercher un avocat, automatiquement la juridiction sénégalaise, l'État du Sénégal a l'obligation de lui chercher un avocat. Parce qu'on ne peut pas inculper quelqu'un en matière criminelle, on ne peut pas inculper quelqu'un sans l'assistance d'un avocat, que ce soit un Sénégalais, que ce soit un étranger. Maintenant, la France, par exemple, ne peut pas venir dire à un juge d'instruction sénégalais il faut instruire d'une manière ou d'une autre parce que tout simplement il s'agit d'un ressortissant français. Non, les gens ne peuvent pas intervenir dans la procédure. Les gens peuvent tout simplement apporter aide et assistance, mais le cours normal de la procédure reste le même, qu'il s'agit d'un Sénégalais, qu'il s'agit d'un Ivoirien, qu'il s'agit d'un Français. Merci beaucoup, en tout cas, Daouda Mine. Je rappelle que vous êtes journaliste et en même temps directeur de publication de IGFM. Merci d'avoir été avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et la suite de la totale dans un instant. Intéressons-nous toujours à Noël et aux fêtes de fin d'année. Presque tout le monde fait des achats à cette occasion. Chaque famille chrétienne peut dépenser en moyenne 100 000 francs CFA. Si on fait le calcul, cela revient à 16 milliards par an, sans compter le pourcentage des familles musulmanes. Les précisions de l'économiste consultant Abou Wele dans ce dossier réalisé par Mme Abdougaye Kassé. Les fêtes de Noël représente un marché colossal de plus de 25 milliards de francs CFA à l'échelle nationale. C'est la somme globale des dépenses en moyenne des musulmans, chrétiens et autres. L'économie catholique, elle, en cette période de fin d'année, pèse 16 milliards de francs CFA. Au Sénégal, on évalue l'impact économique de la fête de Noël
autour de 8 à 16 milliards de francs CFA. Voilà. Pour vous dire que c'est extrêmement important. 16 milliards au cas où on considérerait qu'une famille catholique a dépensé en moyenne 50 000 francs. Et en général, c'est de loin beaucoup plus important que cela. Ils sont autour de 100 000 francs en moyenne par famille, ce qui te donne banalement l'équivalent de 16 milliards de francs CFA, rien que en dépenses pour les fêtes de Noël. Pour dire que c'est important. À ce chiffre-là, si on y ajoute la population musulmane qui fête Noël, etc., c'est une fête qui tournerait autour de 25 milliards, 30 milliards de francs CFA en chiffre d'affaires. Pour dire que c'est extrêmement important. L'économiste consultant explique ces chiffres de l'économie catholique. Moi, je pense que les données que je vous ai données, que je viens d'avancer, sont scientifiques. Quand on regarde la population chrétienne au Sénégal, 5% environ de la population totale, on se retrouve avec l'équivalent de 800 000 personnes, c'est-à-dire l'équivalent de 160 000 familles. C'est ce que ça veut dire. En faisant le parallélisme entre 160 000 familles et une dépense d'environ 100 000 francs par famille, on arrive au chiffre de 16 milliards. Contrairement aux événements religieux qui concentrent les communautés concernées et une certaine frange de la population, les fêtes de Noël, elles, ratissent large. La raison est qu'elles mobilisent plus de dépenses et c'est presque toutes les familles qui célèbrent la nativité du fait de son caractère universel. Pour le Magal de Touba, on est plutôt dans l'informel. On ne nous dit pas exactement ce qu'il y a, combien a été dépensé, etc. Et ce n'est pas tous les Sénégalais qui dépensent pour le Magal de Touba. Les gens ont des frais de 10 000 francs, de 15 000 francs peut-être, pour aller et revenir. C'est quelques mécènes, en général, qui investissent beaucoup d'argent pour nourrir les gens, etc. Ici, chaque personne prend en charge ses propres dépenses. Les fêtes de Noël et de fin d'année sont des occasions célébrées par la quasi-totalité des familles sénégalaises, chrétiennes comme musulmanes. Au plan mondial, ces événements génèrent plus de 1 500 milliards de dollars, soit plus de 807 000 milliards de francs CFA. Et l'invité de Coin Éco ce soir, Étienne Dienne, vice-président de l'Association des dirigeants et hommes d'affaires chrétiens, dont il est aussi le chargé de développement. Entretien donc avec Mamadou Ndiaye. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Adama. Et vous allez parler avec votre invité de l'économie sous l'angle chrétien, éclairage sur la richesse, sur l'acquisition de biens, la dépense, les besoins et leur satisfaction, les choix économiques et les décisions d'achat. À vous, entretien. Oui, mon invité Étienne Diène est un architecte et en même temps aussi il aime beaucoup l'art et je pense aussi c'est un gestionnaire de patrimoine. Il concilie beaucoup de choses mais il joue à merveille donc sa partition au sein de cette structure que vous avez évoquée tout à l'heure, Adama. Cette période est une période en principe de réjouissance, mais marquée par une crise sanitaire très aiguë et très durable depuis le mois de mars. A-t-on idée de pouvoir fêter dans un tel contexte, Étienne? Merci, M. Ndiaye. Tout d'abord, permettez-moi de passer mes salutations à toute la communauté chrétienne et de souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tous vos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Permettez-moi, au nom du collectif des cadres chrétiens, entrepreneurs et dirigeants, de souhaiter une bonne fête de Noël à toute la communauté. Cette étoile de la nativité qui a brillé, symbole d'espérance, de paix et de joie, puisse continuer à rayonner sur tout le Sénégal. Effectivement, le contexte est difficile. La situation n'est pas facile. Fêter n'est pas évident, même si la joie de la nativité nous appelle un peu à festoyer. Et toute la communauté, en tout cas, a tenté, dans cette foi et dans l'humilité, de pratiquer la fête en respectant les mesures barrières et en s'imposant également donc ces distinctions préventives qui nous ont été dictées.
Je résume en quelques mots ces propos. Oui, vous avez parlé justement d'humilité, j'ai rebondi là-dessus. Tout à fait. Vivre bien, vivre mieux, comment le chrétien peut concilier tout ceci sans peut-être être dans l'ostentation? Alors, nous ne sommes pas des Sénégalais entièrement à part, mais nous sommes des Sénégalais à part entière, donc, qui sont complètement impulsés dans l'activité économique du pays. Absolument. Nous sommes complètement intégrés dans les faits et gestes du quotidien, donc nous sommes des Sénégalais avec peut-être une particularité d'avoir été imbibés de la doctrine sociale de l'Église, donc, qui nous appelle beaucoup à l'humilité, aux pratiques raisonnables, à la justice sociale également, donc au partage. Et donc ce rappel biblique, en tout cas, donc, nous pousse davantage à faire plus attention à la gabegie, à faire attention en tout cas au partage, quand à côté ceux qui sont là sont dans la pauvreté. Est-ce que cela s'apprend dès le bas âge ou bien peut-être on peut même grandir et ensuite redresser ou rectifier son comportement? Alors c'est une éducation biblique à la base, mais qui s'inculque dans les communautés de base. Peut-être qu'il faut rappeler que l'Église du Sénégal est constituée au moins de 7 diocèses qui sont répartis sur toutes les régions du Sénégal. Oui. Ces diocèses sont composés à peu près d'une 140aine de paroisses. Et dans ces paroisses-là, il faut rappeler en fait qu'elles sont constituées de communautés de base, d'amicales, donc des groupes d'action donc solidaires. Et dans ces structures-là, il y a l'éducation, il y a la formation, il y a des comités de soutien, donc il y a le leadership qui est mis en place. Et dans ces endroits, effectivement, oui, on est forgé en tout cas à être des gens exemplaires. On est également censé être des futurs leaders donc, pour prendre en charge l'économie, donc, mais en portant des valeurs chrétiennes. Tout à fait. Alors, un ami, effectivement, qui est de votre confession, qui me disait récemment que la vraie richesse, c'est réduire la pauvreté. Moins il y a de pauvres, plus il y a de la richesse. Et il disait qu'un pauvre qui quitte effectivement cette zone de déshéritage, tout à fait. En venant maintenant pour redevenir actif, lui-même, il se souviendra justement de cet épisode passé pour ne jamais y revenir. C'est le sens du partage ou bien c'est peut-être la générosité catholique qui prévaut? Alors, tout à fait, M. Ndiaye, à plusieurs niveaux. Peut-être je vais rappeler l'encyclique du pape François dans sa dernière publication, donc encyclique... c'est la lettre du pape aux évêques. Tout à fait, qui s'appelle Tutti Frutti, donc, qui dit « Nous sommes tous frères » en substance, donc... Et dans cette encyclique très humaniste, il revient sur la dimension sociale, équitable de la pauvreté, donc, qui doit être empreinte en tout cas donc, de justice sociale, et que la pauvreté doit être combattue dans toutes ses formes, donc, et que la richesse doit être répartie pour qu'un plus grand nombre de gens puissent en bénéficier. C'est là qu'on ne peut pas festoyer tant que ceux qui sont autour de nous ne sont pas dans la joie et la pauvreté. Et aujourd'hui, au sein de la communauté, une dimension importante, c'est que ces structures de base aujourd'hui bénéficient en tout cas d'une solidarité donc, globale donc, qui est investie au niveau des communautés, des quartiers, donc, dans la formation, dans l'éducation de base, dans l'acquisition également donc, du boulot et du métier. Ce qui crée une économie locale. Cette économie locale, en tout cas, permet au plus grand nombre de sortir de la pauvreté. Et effectivement, ça crée une chaîne de valeur donc, qui permet, en tout cas, ceux qui étaient en bas de pouvoir monter. Et qu'il n'y ait plus 1% de Sénégalais donc, qui s'accaparent les richesses, en tout cas, donc, du pays, mais qu'il y ait un plus grand nombre de personnes, en tout cas, qui puissent en profiter. Donc, c'est une économie solidaire qui, de mon point de vue, constitue une des bases, en tout cas, donc une des clés du développement. Alors, comment se décline justement cette solidarité, puisque c'est une économie de solidarité? Alors, il y a plusieurs axes. Le plus important au niveau communautaire, déjà, donc, dans ces structures, donc, des quartiers donc, qui sont implantés partout dans le pays, les gens sont organisés. Donc, c'est des associations de femmes qui sont dans la transformation céréalière, dans la transformation des fruits et des légumes. Oui. C'est des associations de jeunes également, donc, qui sont dans la recherche de l'emploi, qui apprennent à faire des CV, qui apprennent en tout cas sur le leadership, l'entrepreneuriat. Donc, et tout le monde s'en sort? Il y a une tendance positive. Il y a une tendance positive en tout cas qui est mise en place, qui propulse en tout cas donc, la plupart de ces gens-là, et qui permet en tout cas à ces gens-là de sortir la tête de l'eau, de regarder l'avenir avec plus de positivité. Alors, passons à un autre niveau, chef d'entreprise, parce que vous n'êtes pas loin de ça. Tout à fait. Vous avez un cabinet d'architectes, vous avez des employés avec vous. Absolument. Le chef d'entreprise d'obédience chrétienne, comment il vit son rapport au profit, comment il vit son rapport aux bénéfices et la façon dont il redistribue peut-être aussi les fruits de la croissance de son entreprise à l'ensemble ou à la totalité justement de ses employés? Merci, monsieur. Cette question est pertinente et me renvoie encore à la doctrine sociale de l'Église, justement. Oui, donc, elle est partout, elle est diffuse. Elle est transversale sur tous les actes quotidiens, à la fois dans le boulot, dans le quotidien également, donc, dans le travail. Et cette question d'équité et de justice sociale revient à chaque fois. Donc, comment répartir ce que nous gagnons au plus grand nombre? On a compris qu'il ne peut pas y avoir de paix tant que les biens ne sont pas partagés par tous.
Et que justement, pour qu'on puisse en sortir tous, c'est qu'on puisse être dans une économie solidaire, équitable et juste, donc pour que les biens puissent en profiter au plus grand nombre. Il y a un dialogue permanent entre les chefs d'entreprise et ses employés. Absolument. On ne se cache pas les choses et il y a une sorte de transparence qui prévaut comme règle de fonctionnement. Absolument. Cette collaboration commence par le partage, ça commence par l'échange également, donc ça commence également par cette forme de respect mutuel donc, qui s'impulse, qui s'instaure également, donc, qui est basée sur la communication. Oui, on parle beaucoup de partage, de solidarité et tout. J'ai envie de vous demander en quoi consiste cette générosité dont vous faites allusion. Quel est le piège que l'entrepreneur chrétien doit éviter en période d'abondance notamment? Alors, piège, c'est trop dire. Entre guillemets, on va mettre les guillemets. Piège, c'est trop dire. Nous sommes dans une économie qui doit être à la fois fructueuse, mais qui doit être équitable et juste en fait. Et pour nous, chefs d'entreprise chrétiens, c'est de trouver ce compromis juste, en tout cas, qui permet de faire du profit, tout en pouvant le répartir au plus grand nombre d'entre nous. Voilà, sans distinction de religion, sans distinction, en tout cas, d'origine ou d'ethnie ou d'autres. Mais qu'on puisse en tout cas gagner en faisant travailler toutes ces équipes, le plus grand nombre d'entre nous, et de répartir de manière juste équitable. En fait, je complète un peu peut-être la pensée d'Alain. Donc cette dualité en permanence... Certainement, c'est quelle est l'éthique de chaque individu catholique, notamment les chefs d'entreprise, quand ils sont en tête-à-tête avec eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont conscience que ce dont ils disposent, ils ne peuvent pas mettre un peu à côté une éthique morale. À l'insu des employés? Une éthique morale, en tout cas, qui est guidée par la religion à la base. Une éthique morale qui est guidée également par l'éducation de base qu'on a reçue dans les écoles privées catholiques, qu'on a reçue dans les communautés de base, dans les quartiers également. Donc, qui fait que, même au niveau de l'administration centrale, nous avons de hauts cadres rompus à la tâche qui sont inculqués par ces valeurs chrétiennes, donc fait de rigueur, fait de travail, fait de sérieux également, donc, et du devoir accompli. Donc, et cette même dimension, en tout cas éthique, sociale, et en tout cas, donc, s'inspire du travail quotidien que nous faisons dans nos entreprises. Alors, ils sont à la tête d'une association qui regroupe des cadres et des chefs d'entreprise. Oui. Absolument. 200 membres, mais vous ne vous faites même pas connaître. Qu'est-ce qui se passe? Vous rasez les en murs toute ou pas? discrétion. Bon, on est connu, on est connu, mais on est dans l'action, comme on dit, sans tambour ni trompette, dans une action silencieuse qui travaille beaucoup sur l'économie, à la fois locale et solidaire, dont je parle tout de suite comme ça. Nous sommes 200 chefs d'entreprise dans tous les domaines de l'économie, donc dans l'agrobusiness, dans l'architecture, dans les finances et tout. Donc, et nous travaillons beaucoup à lever des fonds pour financer des activités de développement communautaire. Voilà, l'idée c'est de pouvoir développer ces pays, mais par la base, donc en apportant des ressources additionnelles pour que les communautés puissent travailler, puissent faire la richesse, donc pour s'en sortir. Et également au niveau des jeunes, également, en apportant... Voilà, les directions à prendre, en leur faisant comprendre qu'il ne faut pas se décourager. Donc, voilà, donc la pauvreté n'est pas une tare, la pauvreté n'est pas une fin en soi, n'est pas une fatalité. Donc, on peut la combattre et puis ensuite l'éliminer. Tout à fait, ni une déception personnelle. Donc c'est juste une tare collective de nos sociétés qu'on peut combattre par des actions collectives et cumulées de nous tous et par une synergie positive qui permet en tout cas de tracer une voie. J'ai envie de dire, sortez un peu de vos limbes et puis ensuite, manifestez-vous, démontrez que vous êtes une puissance montante, mais en même temps aussi que vous êtes une puissance audible. C'est vrai. On a souvent été en recul, lié pour plusieurs raisons dans l'histoire. Nous, par exemple, on a toujours pensé que faire de la politique était réservé peut-être aux gens qui ne disaient pas sur la vérité, voilà, qui voulaient tout le temps trahir le peuple. En rigolant, on disait même que faire de la politique, c'est un peu le cimetière des amitiés et le berceau des nouvelles alliances. Et on disait même d'ailleurs que le politicien, il ne meurt jamais, il ne meurt que sa mort. Donc, mais en réalité, en fait, il y a une nouvelle tendance qui est en train d'impulser au niveau des jeunes chrétiens. Alors, voilà. Étienne, est-ce qu'il est difficile d'être chef d'entreprise au Sénégal, quand on connaît peut-être un peu ce qu'on décrit justement du Sénégal, les moyens un peu loufoques, pas très à cheval sur les règles, sans respect justement des engagements pris vis-à-vis de tierces personnes. Un chef d'entreprise chrétien, est-ce que ça ne jongle pas entre l'ennui, le dépit et peut-être aussi les souffrances intérieures? Alors, on est chef d'entreprise à la base d'abord, ensuite les valeurs chrétiennes viennent s'inculquer à ces dimensions, comme on dit, pratiques. Et fondamentalement, vous êtes sénégalais? Absolument, ouais. Fondamentalement, ouais. Voilà. Dans le fond, on est sénégalais, donc... Ouais. Mais on s'efforce en tout cas à pratiquer ces valeurs, donc voilà, d'équité, de justice, de rigueur également, donc, mais dans un partage également qui permet de garantir la sécurité et la paix. Et cette dimension, comme on dit, idéologique nous inspire au quotidien, donc il nous pousse à bonifier nos rapports au quotidien avec les gens. Donc,
Mais nous sommes dans une dynamique économique, en tout cas, qui voudrait nous pousser, en tout cas, à davantage mettre notre pied à l'édifice dans la construction de ce pays. Nous travaillons beaucoup sur les cellules de base, nous travaillons beaucoup dans l'économie locale, nous accompagnons beaucoup les jeunes, les femmes, et nous estimons qu'en tout cas, que ce travail est fondamental pour l'économie globale du pays. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir beaucoup d'argent et de s'en détacher? S'en détacher, c'est trop dire, mais il y a un effort à faire de partage. Les ressources de ce monde que nous avons entre nos mains ne nous appartiennent pas. Les ressources passent à travers nos mains pour qu'on puisse les partager avec d'autres. Donc ce qui nous est entre nos mains ne nous appartient pas. L'idée, c'est un peu ça en fait. C'est juste des moyens de pouvoir développer autre chose. Et ça renvoie toujours à ces dimensions solidaires qui constituent une des clés en tout cas de répartition, qui permettra en tout cas de faire bouger les choses et d'aller vers des futurs beaucoup plus prometteurs, comme on dit. Est-ce que vous êtes actif un peu dans la préservation de la nature? Je crois que peut-être vous parlez tout à l'heure de l'Afrique, mais il me semble aussi la doctrine de la religion chrétienne insiste beaucoup justement sur la préservation de la nature. Eh bien, vous êtes servi parce qu'au Sénégal, on coupe les arbres, on détourne les eaux et ensuite peut-être, on occupe même les espaces anciennement occupés justement par les lits du fleuve ou bien des rivières ou des lacs. En gros, on agresse notre environnement. En gros, on agresse notre environnement. C'est vrai que c'est une question actuelle, l'agression de l'environnement, les questions en tout cas liées à l'environnement, à la préservation en tout cas de nos ressources et aussi à la préservation de nos patrimoines, comme on dit, des patrimoines architecturaux, culturels ou autres, qui garantissent un peu toutes les idées reçues, toute la tradition et tout ça, et qu'on gagnerait à préserver. Mais ce qui est important, c'est que nous nous nourrissons tous en tout cas de nos différences. C'est important dans ce pays. Et dans tous les cas, nous nous trouverons dans des fondamentaux. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous taquiner sur une question liée à la ville de Dakar. Oui, La fin de l'année devrait être peut-être complètement achalandée, avec justement une luminosité scintillante. Mais on s'aperçoit que toutes les rues de Dakar sont plus ou moins sombres. C'est 2020 qui s'en va. Peut-être tout le monde a envie effectivement que 2020 s'efface. Mais vous, l'architecte, qui est peut-être un concepteur du beau, du bien et du bon, si vous voyez Dakar sous ce visage-là, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vrai qu'on est un peu meurtri par cette image un peu fade de Dakar en fin d'année. Dakar est une ville lumière, quoi qu'on dise quand même, de par son histoire, de par son passé. Dakar, de par sa composition, comme on dit, architecturale, de par ses entités qui la composent, aurait dû sublimer à cet instant précis. Mais c'est vrai que nous sommes dans un contexte assez particulier, qui appelle un peu à l'humilité, un peu à la distance. Donc on peut comprendre de ce point de vue-là. Mais Dakar, c'est vrai, une ville lumière qu'on gagnerait à préserver d'ailleurs. Tout à fait. Eh bien, Etienne Diène, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a envie de prolonger, mais on aura d'autres occasions. Plaisir partagé. Et bonne fête de fin d'année. Merci à vous. Et que 2021 soit l'année d'épanouissement. Merci beaucoup. Merci. Adama. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci, Adama. Merci. Bouillon culture entre nature et culture de la philosophie. Boubacar Dieng nous parle de l'effet de la nature et de la culture chez l'enfant. Et selon le philosophe Mustapha Faye, à la naissance, l'enfant est un être naturel. Il devient un être culturel avec le temps. Et voici le dossier du jour. Une très longue tradition philosophique oppose nature et culture. Naturellement, l'enfant est entre nature et culture. D'ailleurs, certains savants l'ont théorisé. Je pense que l'homme est à la fois un être naturel et un être culturel. C'est beaucoup plus marqué chez l'enfant qui, à la naissance, est beaucoup plus un être naturel. Et à mesure qu'il grandit, il subit l'influence de la culture. Il est enculturé pour entrer dans la société. Si vous prenez une théorie comme celle de Freud, il dit par exemple qu'à la naissance, l'enfant est un être naturel. C'est un ça, il obéit au principe de plaisir comme l'animal. Il ne cherche que ce qui peut lui faire plaisir. Il est essentiellement un être naturel à la naissance. Si la nature est l'ensemble des caractères, des propriétés qui définissent un être, une chose concrète ou abstraite, la culture apprend à l'enfant ou l'homme
comment dresser ses instincts. La culture lui apprend le principe de réalité, lui montre que tout ce que l'on veut n'est pas possible. La culture revient pour dresser ses instincts, pour conforter ce qu'il y a d'humain en lui, pour le ressortir, pour le rendre apte à entrer dans la société, dans la communauté. Un choc entre nature et culture, ce professeur de philosophie ne le pense pas. Selon lui, il n'y a qu'une complémentarité. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un choc. C'est quelque chose qui se fait progressivement, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Quand nous entrons dans la culture, nous n'avons pas le sentiment qu'il y a quelque chose qui vient agresser notre nature. Je crois que c'est progressivement, ça va de soi, ça va naturellement, c'est comme un devenir naturel. Donc je ne crois pas qu'on puisse parler de choc. C'est vrai que quelquefois quand on nous éduque, parce qu'on accède à la culture aussi par l'éducation, on peut quelquefois sentir qu'il y a quelque chose qui vient nous heurter, quelque chose qui vient nous choquer pour nous dresser, pour nous habiller, pour nous rendre aptes à entrer dans une communauté d'humains. L'homme est un être paradoxal, toujours dans la duplicité entre deux éléments indissociables que sont la nature et la culture. Il y a avec nous ce plateau Boubacar Dia. Bonsoir Boubacar. Bonsoir Adama. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'homme est un être naturel et culturel à la fois? Effectivement Adama, d'ailleurs nous allons nous appuyer sur une citation d'Edgar Morin, une citation extraite de son ouvrage intitulé Paradigme perdu, la nature humaine. La citation est la suivante. Il dit « L'homme est un être culturel par nature parce qu'il est un être naturel par culture ». Donc dans cette citation, on voit bien que ce qui est mis en exergue, c'est la nature et la culture donc, qui se retrouvent en l'homme. Et ce qui veut dire aussi que l'identité humaine ou bien l'être humain est forgé par la culture et que l'être humain ne saurait être considéré dans une société en tant qu'individu à part entière quand il ne fait pas partie d'une culture donnée. Peut-être vous êtes de l'ethnie Pulaar. Oui. Donc quand vous naissiez, donc vous n'étiez pas Pulaar, mais vous êtes Pulaar avec le temps, avec la culture. Peut-être bien que si. Peut-être oui, peut-être que vous êtes né Pulaar, mais me concernant, je ne suis pas né Sérère ou Lebou, mais je le suis de par la culture qui m'a été transmise par mes parents et eux aussi par leur grand-père. Donc on peut dire que l'homme ne peut être considéré comme individu que s'il a une culture et que la nature et la culture sont intrinsèquement liées. D'ailleurs, c'est le titre de notre dossier du jour, ce qui veut dire aussi que intrinsèquement, l'homme est culturellement naturel et naturellement culturel, comme c'est dit dans la citation. Des leçons de philosophie avec oui, Boubacar bien sûr, Dia. ça nous ramène en terminale parce que ça nous rappelle beaucoup de choses, la notion de nature et de culture dans le programme philosophique de la terminale. Alors, l'homme, est-ce qu'il peut vivre sans culture, Boubacar? Non. Comme je l'ai dit tantôt, donc l'homme ne peut pas vivre sans la culture. Sans une culture, vous ne pouvez pas être considéré comme un être humain à part entière dans une société. Parce que vous le savez, Adama, nous avons tous une spécificité ou bien nous avons tous cette chose en commun, ce qui est l'identité biologique. Donc nous venons de l'espèce appelée Homo sapiens sapiens et c'est avec la culture que l'on prend son identité. Donc je l'ai dit tantôt, la culture fait de l'homme ce qu'il est, fait de l'homme un individu dans une société donnée. Merci beaucoup Boubacar Dia. Je vous en prie, Adama. La suite de la totale, on enchaîne avec Tranche de vie. Un merci si vous nous regardez depuis les HLM Grand Yoff, à l'honneur ce soir dans Tranche de vie. C'est un quartier assez particulier où musulmans et chrétiens vivent en parfaite harmonie et ce depuis des décennies. Et l'esprit de Noël continue et Omar Khan est allé rendre visite à des familles dites mixtes, des valeurs de partage et de solidarité. Ces images sont signé Seleman Diallo. Maman Marie habite ici aux HLM Grand Yoff. Elle est de confession chrétienne. Son fils aîné s'est converti à l'islam il y a quelques années.
Maman Marie n'y voit aucun inconvénient. Même dans notre famille, il y a des musulmans et des chrétiens. J'ai un fils qui s'est converti à l'islam. Il vit ici dans la maison. C'est sa femme que vous avez trouvée en train de cuisiner. Je n'y vois aucun problème. Nous vivons en toute harmonie parce que chacun a foi en ce qu'il croit. Ses voisins directs sont aussi des musulmans. Un voisinage qu'ils vivent en parfaite harmonie. Entre musulmans et chrétiens, j'espère que comme nous vivons un bon voisinage entre musulmans et chrétiens, c'est ce que nous avons trouvé ici. Si nous ne renforçons pas les liens tissés par nos grands-parents, nous ne devons pas les détériorer. Nous nous fréquentons et nous partageons tout. Juste à côté, une famille musulmane confirme cette belle entente entre musulmans et chrétiens. Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. On vit vraiment en parfaite symbiose. Hein. On n'a aucun problème. Pendant quand on parle de la tabaski, voilà, on leur donne de la viande. Et quand les fêtes de Pâques, ils viennent nous donner du ngalach. Voilà. D'ailleurs, un ami d'un de mes fils, actuellement à la maison, quelquefois il vient passer les week-ends, c'est un chrétien. Il passe les week-ends, il vient passer le vendredi, samedi, dimanche, le soir, il rentre chez lui. Sans problème, il est là à la maison, il est là à la maison. Je peux vous le présenter, ça tombe bien. Georges ne sort presque jamais de cette maison. Il y vit comme chez lui, à l'aise, très à l'aise. Je suis chez mon ami, je suis venu voir mon papa. Voilà, et ma maman aussi. Oui, c'est comme chez moi, c'est ma famille, je viens ici quand je veux, je suis à l'aise en tout cas. Et dès qu'il y a une fête, par exemple la Tabaski et la Korité, ils sont les premiers à m'appeler. Donc quand j'ai une fête aussi, je suis le premier à les appeler et je suis à l'aise. Quand ils m'appellent, je réponds toujours. Parce que c'est une famille, c'est pas comme une famille, mais c'est une famille. Leur fils Youssou, c'est mon frère. Ça fait maintenant 6 ans qu'on se connaît. Et il m'a toujours traité comme mon frère, ainsi que son papa et sa maman aussi. Même quand il n'est pas là, je suis là parce que c'est la famille. Ils m'accueillent comme leur fils, donc je suis là quand je veux. Je suis à l'aise aussi, c'est le plus important. Voici le Sénégal sous toute sa splendeur. Une belle entente entre personnes de religions différentes. Une harmonie à préserver à tout prix. Le diplomate, nous sommes en ligne avec l'enseignant-chercheur Dr Bakary Samb. Il est le directeur de Timbuktu Institute, African Center for Peace Studies. Bonsoir. Bonsoir, je vous entends pas très bien. Monsieur Samb, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends mieux là. Alors, on sait que aujourd'hui était un jour de vote au Niger, la présidentielle et les élections législatives. Mamadou Issoufou, après 2 mandats, ne s'est pas représenté pour un 3e, conformément à la Constitution. Vous avez sans doute suivi le déroulement de ces opérations cette journée. Votre analyse? Oui, il y a eu ce matin d'abord la déclaration très apaisante du président sortant, Mamadou Issoufou, qui a expliqué qu'il était pour la modernisation de la vie politique, qu'il y avait un tournant, c'est la première élection à laquelle il ne participe pas depuis 30 ans, et que maintenant il fallait que le Niger tourne la page de l'instabilité et entre dans une nouvelle ère de démocratie, marquée notamment par ce qu'il appelle faire de la politique, que la politique se fasse au nom des valeurs et pas au nom des identités. Certainement faisant allusion à toutes ces accusations de ne pas être nigérien de la part de certains opposants qui fustigeaient la candidature de Mohamed Bazoum, qui est le candidat du PNDS. Voilà. Mais je crois que c'est une journée qui s'est déroulée dans le calme.
on craignait que ça bouge un peu plus dans des zones comme Zender et à Niamey. Il n'en a pas été grand-chose. Aujourd'hui, ça s'est bien passé de manière générale. Et comme disait ce matin le président Issoufou, en disant qu'il voulait que le Niger soit en mode démocratie, il a promis de faire 2 mandats. Oui. Il est limité à 2 mandats. Il a respecté la Constitution. Et je pense que c'est déjà quelque chose à saluer dans cette sous-région, si l'on sait tous les soubresauts qui existent dans les autres pays. Un exemple pour le reste de l'Afrique. On sait également que Bazoum, c'est la première fois qu'il se présente comme candidat à la présidentielle. On sait aussi qu'il a cheminé environ 30 ans avec le président sortant Mahamadou Issoufou. Et selon vous, quelles sont ses chances face à une opposition qui s'est mobilisée autour d'une coalition récemment mise en place? Oui, Mohamed Bazoum est un homme du sérail. Donc déjà, qui a fait ses preuves dans beaucoup de départements ministériels. Et récemment, sur la crise sécuritaire qui secouait le Niger, notamment la question Boko Haram, où il a été l'artisan de plusieurs stratégies, notamment la réintégration des anciens de Boko Haram autour de ce camp de réintégration du Goudou Maria et le travail sur le plan sécuritaire qu'il a effectué notamment dans la zone de Difa. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien le Niger, mais considéré par les opposants comme étant une forme de continuité du système PNDS. Oui. Si l'on sait, les scandales récemment qui ont secoué le pouvoir, notamment au niveau de la surfacturation du matériel militaire, etc. Mais Bazoum a des faiblesses. Certains le trouvent comme un peu éloigné de la population, un peu trop réservé, pas très politique, trop franc dans la prise de parole, etc. Aujourd'hui, il y a un front qui est né après l'invalidation de la candidature de Hama Amadou suite à ces démêlés judiciaires, une forme de coalition autour de Mahamadou Ousmane, qui est le premier président démocratiquement élu au Niger, mais aussi Lumana, et d'autres qui jouent sur la carte du rassemblement contre le PNDS, notamment dans les villes où peut-être le parti au pouvoir pourrait avoir des difficultés, notamment Zender et Niamey, mais jusqu'à présent, cela n'a pas été prouvé, sachant que l'îlot où le pouvoir en place aujourd'hui, le PNDS, pourrait avoir véritablement les choses en main, c'est notamment dans la région de Tawa, qui est la région d'où est originaire le président Issoufou, président sortant, et qui est l'homme fort encore du PNDS, parti au pouvoir. Maintenant, il a des chances réelles, si l'on sait que l'opposition s'est beaucoup divisée, que quand même il a pu bénéficier des moyens de campagne que lui offrait un parti au pouvoir qui était là depuis très longtemps, mais aussi du soutien du président, même s'il ne le dit pas. Tout cela augure quand même de fortes chances de Mohamed Bazoum, sauf que maintenant le doute c'est est-ce que, comme il a promis pendant la campagne, ce sera le chaos, comme on dit, dès le premier tour, ou bien si se projetait la question du deuxième tour, est-ce qu'il aura suffisamment d'alliance face à toute cette opposition coalisée contre lui? Le parti au pouvoir, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS a remporté les élections municipales du 13 décembre dernier. Est-ce que ceci pourrait garantir une victoire, une large victoire au parti au pouvoir? Je pense que c'est un signal assez positif pour les partisans du PNDS. Il est vrai qu'au Niger, cela faisait plus de 10 ans que les élections locales étaient chaque fois reportées, etc., comme on connaît la même chose dans d'autres pays. Et maintenant, cette victoire qui s'est dessinée alors que le PNDS se trouvait véritablement critiqué par les opposants, mais aussi assez parfois qui a été victime de pas mal d'attaques de la part de l'opposition. Je pense que c'était un bon signal pour le parti au pouvoir. Maintenant, reste de savoir si l'élection présidentielle, qui, rappelons-le, se fait autour d'une personne, c'est un rendez-vous entre un candidat et un peuple, et est-ce que la machine électorale
qui est celle du PNDS au pouvoir, suffira pour accorder, pour garantir à Mohamed Bazoum la même mobilisation, ou en tout cas le même vote qu'on a pu voir lors des élections locales? C'est la grande question et c'est l'expectative à Niamey, non seulement pour les résultats, mais aussi l'après-élection. Est-ce que le Niger va réussir cette transition de manière paisible, ou bien aussi les démons de la division et de la contestation post-électorale telle qu'on le connaît ailleurs pourraient guetter ce pays? En tout cas, c'est l'expectative à Niamey. L'élection s'est bien déroulée dans la journée et tout le monde attend les premières tendances. Et quels sont selon vous les défis qui attendent le prochain président du Niger? Les défis sont énormes. Le Niger reste toujours, à chaque fois qu'il y a la publication de l'indice de développement humain, le Niger est toujours dernier de par le monde. Le dernier pays sur cet indice-là. La pauvreté, mais aussi des problèmes structurels que connaît ce pays. Mais en plus de cela, il y a la question sécuritaire avec la recrudescence des attaques de Boko Haram. Pas plus de, il y a 10 jours, il y a eu cette attaque dans la ville de Toumour, pas loin de Difa, où il y a 27 personnes qui ont connu la mort. Mais aussi, en même temps, aujourd'hui même, il y a eu des sommations autour de la rivière de Komadougou, par laquelle passent les éléments de Boko Haram. Il y a aussi le front du Nord Tilaberi qui connecte le Niger directement à la zone des 3 frontières qu'on appelle le Liptako-Gourma, et où il faudra véritablement renforcer la sécurité pour que le Niger, qui jusqu'à présent développe une forme de résilience interne dans un environnement régional incertain, puisse encore résister. La question libyenne est tout entière et le Niger est entouré par toute cette ceinture de feu entre l'Algérie, la Libye, mais aussi la frontière malienne qui n'est pas loin de la région de Tilaberi, qui est à 70 km à peu près de Niamey. Donc de véritables défis au plan interne, au plan économique, avec une population jeune en demande d'emploi, d'éducation, mais aussi des défis sécuritaires énormes qui interpellent ce pays d'Israël. Et la bonne gouvernance également. Certainement, les souvenirs sont encore frais de ce scandale autour de la question des armes dans un pays quand même où on a connu des attaques très violentes, notamment à Inates et récemment les autres attaques dans la région de Tilaberi et la recrudescence des attaques de Boko Haram autour de la région de Difa. Et dans un tel environnement où les forces de défense et de sécurité sont la proie de plusieurs attaques et qu'on connaît des problèmes sur le plan de la bonne gouvernance, notamment la bonne gouvernance sécuritaire, commençant par les armes et commençant aussi par ces marchés qui ont été très très nébuleux et qui ont quand même un peu entaché l'image du président sortant Issoufou. Je pense que c'est l'une des dernières questions sur lesquelles il a été fortement secoué, et le PNDS aussi. Maintenant, je crois que la question de la bonne gouvernance, elle est entière, comme dans tous les pays d'Israël. On va terminer avec cette pléthore de candidats, une trentaine quand même qui court derrière, une trentaine de candidats pour le fauteuil présidentiel. C'est une première pour un pays comme le Niger, d'autant qu'en 2016, lors de la dernière présidentielle, les candidats étaient au nombre de 15. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer selon vous? Vous savez, les partis politiques se multiplient. Parfois, ça peut être le signe d'une démocratie vivante, etc. Mais je pense que c'est le signal quand même qu'il n'y a plus de visibilité dans le jeu politique dans nos pays. Le clientélisme qui fait que les gens créent des partis politiques, s'incrustent dans des alliances en espérant tirer leur épingle du jeu lors de la distribution des dividendes. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vu, malgré cette alliance avec Doumana et aussi l'appel de Amadou à voter pour l'opposition, je crois que tout cela montre qu'il y a une dispersion, il y a aussi une absence de lisibilité du jeu démocratique, mais ma foi, cela montre aussi que le Niger
a aussi connu les mêmes évolutions que tous les pays, où peut-être la marche vers la démocratie passe toujours par la multiplication de ces partis politiques. Et je crois que cette élection, quelle que soit l'issue, va aussi aboutir à l'émergence de certains pôles qui sont clairement définis aujourd'hui, le PNDS et les pôles de l'opposition. Maintenant, toute la question reste, quel est l'avenir d'Ama Amadou, qui à mon avis me semble compromis, mais aussi quel sera le poids des autres partis d'opposition qui veulent lui prêter main forte. Merci beaucoup, Dr Bakary Samb. Je vous rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, directeur de Timbuktu Institute African Center for Peace Studies. Samedi, un puits de gaz a explosé à Gadiaga, une commune de Notogoïdiama, dans la région de Thiès. Selon les dernières informations de Média SN, l'ingénieur américain grièvement blessé dans cette explosion a finalement succombé à ses blessures à l'hôpital principal de Dakar. Il faut aussi mentionner que cette explosion a mis à nu le manque de moyens logistiques et matériels des sapeurs-pompiers de Thiès, et les populations riveraines ne dorment plus que d'un seul œil. Elles ont extrêmement peur pour leur sécurité, alors que le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, a déclaré il y a une semaine que le risque n'était pas si grand. Ailleurs avec Isidore Alexandre Sen. Retour à Gadiaga une semaine après l'incendie qui s'est déclaré dans un puits de gaz en phase test de Forteza. La panique habite toujours les populations riveraines. Les lieux sont toujours quadrillés par la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, impuissants face à la furie des flammes. Il y avait des asthmatiques qui étaient ici, mais on a été obligé de les déplacer parce qu'ils avaient beaucoup de difficultés pour rester ici. Les responsables de Forteza ont dû faire appel à une expertise extérieure pour éteindre ou bien maîtriser le feu. Nous, en ce moment, on n'est pas en mesure de venir comme la SAR fermer parce que tout le système qu'on avait a été brûlé par rapport à ça. Donc, depuis lors, quand la situation s'est provoquée, l'association Forteza Petrosen, on est en train de travailler ensemble pour trouver une solution. Et aujourd'hui, la solution, c'est quoi? On est en train de voir ce qu'on appelle des personnes spécialisées dans ces arts de tâches, c'est-à-dire le well control. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés dans ces arts d'intervention. Donc, nous sommes entrés en contact avec eux. Même hier, on a... C'était pas prévisible? Non, c'était pas prévisible. Mais en attendant, c'est le balai des autorités. Elles viennent s'enquérir de la situation. Dans les prochains jours, tout ce qui a été planifié va être mis en œuvre. Et d'ailleurs, c'est cela qui va permettre de venir à bout de cette flamme qu'il faut peut-être arrêter en amont à travers des mécanismes et des moyens dont les techniciens sont en train d'étudier actuellement. Le fait d'avoir une flamme qui brûle tout le gaz qui émane des conduits, je pense que ça déjà c'est rassurant. Aucune incidence malgré la proximité des habitations avec la conduite. Il y a une zone de sécurité qui a été bien quadrillée. Il n'y a pas de risque pour les habitants dans la mesure où ces flammes, selon les techniciens que nous avons approchés tout à l'heure, ne vont pas aller au-delà de là où on est en train de les observer. Mais il va falloir revisiter l'étude d'impact environnemental selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il y a ce qu'on appelle le plan de gestion environnementale qui a été fait. Il y a également l'étude d'impact. Nous allons passer en revue toutes les questions liées au plan de gestion environnementale, les recommandations qui ont été faites pour pouvoir mieux accompagner sur le plan environnemental la gestion de ces sites qui sont quand même qualifiés, qui peuvent être considérés comme des sites dangereux.
Cet incendie a provoqué une victime. La personne de nationalité américaine qui s'est blessée lors de l'incendie a finalement succombé à ses blessures à l'hôpital principal de Dakar, selon des informations. Djelekpel Ngadjaga et environ souhaitent voir les retombées de ces 16 puits de gaz installées dans le périmètre communal de Notto-Goudiama. J'ai proposé à ce que ces populations soient délocalisées, mais une fois le puits éteint, on va essayer de trouver un terrain d'entente entre les exploitants et les populations afin de pouvoir déloger ces populations. Parce que c'est un risque de les laisser là. Merci beaucoup Isidore Alexandre Sen. Et la dernière partie de ce magazine Total Dimanche, découverte de circonstances, le sapin, un arbre que nous tous chantons en cette période de Noël et de fin d'année. Certains enfants ont même ouvert leurs cadeaux à son pied ce 25 décembre et Kessendour nous explique en quoi le sapin est si symbolique. Les allées du centenaire au mois de décembre. Des étals à ciel ouvert installés pour faire briller les yeux des petits comme des grands. Sapins artificiels, enneigés ou non, jouets en tout genre, illumination et décoration, tout est fait pour s'imprégner de l'esprit de Noël et pour donner l'envie aux passants de décorer leur sapin et d'y mettre en dessous plein de jolis paquets. Mais pourquoi donc cet arbre-là? Pourquoi le sapin et pas le tilleul, le fromager ou le flamboyant? D'où nous vient cette tradition? La chrétienté et Noël ayant été introduits en Afrique par les colons, la tradition du sapin de Noël nous vient naturellement d'Europe. C'est une tradition qui date du Moyen-Âge, mais qui tire son origine d'un rite pratiqué depuis l'Antiquité au moment du solstice d'hiver. Et pour cause, l'utilisation d'arbres à feuilles persistantes, de couronnes et de guirlandes pour symboliser la vie éternelle est une coutume antique aussi bien chez les Égyptiens, chez les Chinois que chez les Hébreux. De nos jours, il est souvent associé aux cadeaux et à la crèche et vient rajouter encore un peu de clinquant au papier brillant et aux illuminations des villes. Le sapin naturel est un arbre de la famille des pinacées pouvant mesurer de 5 cm à plus de 80 mètres de hauteur. Il a besoin d'ombre et se développe dans des sols profonds et frais, autant dire qu'il n'est pas vraiment adapté au climat sous nos cieux. C'est la raison pour laquelle ceux des allées du centenaire sont en plastique. De petite ou de grande taille, recouverts de neige artificielle ou non, ils sont faciles de conservation et économiques puisqu'on peut les ressortir chaque année. Aussi, à travers le monde, si le Danemark et les États-Unis font partie des principaux producteurs de sapins naturels, le distributeur danois Ikea est le premier acheteur et revendeur au monde, et la Chine, elle, le premier vendeur et exportateur de sapins artificiels, avec 60% de la production du globe. C'est pourquoi en ce mois de décembre, le sapin de Noël chinois trône au milieu des salons africains, des familles chrétiennes ou non, alors que le hou, lui aussi légendaire, est moins présent, car plus connoté. Cet arbuste, lui aussi originaire d'Europe, fait également partie des espèces persistantes, symboles d'éternité, sauf que ses feuilles dentées et épineuses sont, elles, associées à la couronne que Jésus portait lors de la Passion et ses baies rouges au sang qu'il a versé sur la croix pour le salut des hommes. Alors bonsoir Kessendo. Bonsoir Adama. Une seule question cette semaine, nous sommes à l'ère de l'écologie, couper les arbres est interdit. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas à la place choisir des sapins artificiels en plastique pour protéger notre environnement ? Alors, quand on parle effectivement écologie, environnement, on parle avant tout gaz à effet de serre pour ce qui est des arbres. Et il faut savoir qu'un sapin naturel produit environ 3,1 grammes de gaz à effet de serre, kilogrammes de gaz à effet de serre par an, alors qu'un sapin artificiel, lui, en produit, attention, 8,1 kg, soit plus de 5 kg de plus que le sapin naturel. Et il faut savoir une chose, c'est que vu comment on utilise le sapin, qu'il soit naturel ou non, le sapin naturel que l'on exploite, que l'on utilise, est un sapin d'élevage. Par conséquent, on ne
pratiquent pas la déforestation pour les fêtes de fin d'année. Et tous ces chiffres-là valent pour un sapin naturel produit à 150 km et pour un sapin artificiel produit en majorité en Chine, donc également très très loin de nos contrées, que ce soit en Afrique ou même d'Europe. Donc on le sait, le transport lui aussi pollue énormément. Donc en réalité, un sapin naturel produit, c'est étonnant, hein, nettement moins de gaz à effet de serre qu'un sapin artificiel. Pour qu'un sapin artificiel puisse rattraper son décalage vis-à-vis du sapin naturel, il faudrait le garder 20 ans, ce qui est rarement le cas dans les familles. Quand même. Oui, voilà, on le sait, hein, les sapins que l'on met sur les plateaux ou dans nos intérieurs, on va peut-être les garder 1 an, 2 ans, 5 ans. Oui, l'année prochaine, on va recycler sans doute. Oui, voilà, peut-être 5 ans pour une famille qui leur sortirait une fois chaque année, mais certainement pas 20 ans, ça paraît incroyable. Non, je ne pense pas. Merci beaucoup, Kessendo. Rendez-vous la semaine prochaine. Une autre plante à découvrir. Oui, on essaiera également de faire une plante de circonstance. On est à la période fraîche, donc on ira voir un petit peu ce qui arrive à pousser à cette période de l'année. On verra bien dans une semaine. Merci Kessendo, merci également à vous de nous avoir suivis sur ITV La Totale dimanche. C'est la fin et je vous retrouve demain à 19h45 pour le journal. Très bonne semaine à tous.